Aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'un sujet plus que d'actualité, dans la mesure où il s'agit de la répression politique et les droits de l'opposition dans le cadre du processus électoral. Quand on parle de répression politique, on ne peut pas oublier 2011 et tout ce qui est arrivé depuis 2011. Quand on parle de répression politique, on doit rendre hommage à tous ces héros, à tous nos héros. Certains sont connus, d'autres inconnus, mais ils se sont tous battus et continuent de se battre pour une Côte d'Ivoire libre, souveraine, unifiée et pacifiée. Je vais donc tous vous demander de vous lever. Je vous demande de vous lever, tous ceux qui peuvent, parce que on ne parlera jamais assez de nos prisonniers, de tous ces prisonniers. On ne peut pas parler de répression politique et ne pas parler de nos prisonniers. Aujourd'hui, je veux que nous tous nous pensions au SGA Dosso Charles Rodel, qui est privé, qui est maintenu en détention loin de sa famille. Je veux que nous pensions à Armand Cripeux, le président du mouvement Agir, emprisonné. Je veux que nous pensions au camarade Gala Kolebi, emprisonné. Je veux que nous pensions à Henri-Joël Ndri, président de la JDPCI, emprisonné. Je veux que nous pensions à Innocent Yao, président de la JDPCI rurale, emprisonné. Je veux que nous pensions à Blé Emmanueli, secrétaire à l'organisation de la JDPCI universitaire, emprisonné. Je veux que nous pensions à Atto Philippe, secrétaire national chargé de la sécurité du protocole de la JDPCI universitaire, emprisonné. Son cas est encore plus dramatique parce qu'à la suite de son arrestation, son père n'a pas supporté et est décédé. Je veux que nous pensions à Djabia Kouakou Jean-Paul, secrétaire général de la JDPCI universitaire, emprisonné. À Axel Ludovic Comenin Ngueta, alias Macron Ier, emprisonné. On ne peut pas non plus oublier tous ces morts. Vous savez, le lieutenant Bawa, pour avoir défendu la République, a été emprisonné et puis remis en liberté. Et ils l'ont rejeté en prison. Sa femme n'a pas supporté. Elle est décédée. Gaumont Diagou Jean-Baptiste, maire de Cocody, qui est mort en exil. Nian Raymond, maire de Fakoly, qui est également mort en exil. Paul Docuy, journaliste, DG de Radio Côte d'Ivoire, qui est mort en exil. On ne peut pas ne pas parler du ministre Boun Vouabré, qui est mort en exil, mais qui est aussi décédé parce qu'on avait gelé ses comptes, l'empêchant de se soigner. On ne peut pas ne pas parler de Mahon Gaé, secrétaire général de la Centrale d'Unité, pareil, qui a vu ses avoirs gelés et qui en est mort. On ne peut pas ne pas évoquer aussi le cas du professeur Tapé Gozé, qui est décédé à la suite de l'embargo fait sur les médicaments.
Je pourrais passer tout ce temps à vous parler de ces victimes de la répression politique, emprisonnées ou décédées. Ne les oublions jamais. Parce que c'est aussi pour eux qu'on ne peut pas baisser les bras. Ça serait les trahir. C'est aussi pour eux que nous devons continuer le combat. Pour qu'ils ne soient pas morts pour rien. Pour qu'ils ne soient pas emprisonnés pour rien. Pour qu'ils ne soient pas oubliés. Et avec eux, vraiment, rendons hommage à tous ces morts et à tous ces prisonniers politiques victimes de la répression d'un régime. Merci, vous pouvez vous asseoir. La répression politique, ça tue. La répression politique en Côte d'Ivoire, ça tue. Ça, c'est une réalité. L'emprisonnement, le harcèlement judiciaire, le gel des avoirs, l'exil forcé. On ne peut pas prétendre vivre dans une démocratie et connaître tout ça. Tout ça, ce sont les signes d'une dictature. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce sont des signes d'une dictature. On ne vit pas ça en démocratie. En démocratie, il peut y avoir un combat sur les idées. Il peut y avoir un combat idéologique. Le combat peut être rude, mais il n'est jamais violent. Il n'est jamais mortel. Le combat politique en démocratie ne tue pas. Il renforce la démocratie. Mais lorsqu'on réprime l'opposition, on n'est plus en démocratie. Terroriser, ce n'est pas gouverner. Ce n'est pas ça qu'on appelle gouverner. Quand on terrorise l'opposition, en réalité, c'est qu'on a peur de cette opposition. Ici en Côte d'Ivoire, terroriser l'opposition, terroriser le peuple est devenu un mode de fonctionnement du gouvernement, du pouvoir en place. Ils sont tellement habitués à ça que pour eux, ça devient normal. Pour eux, c'est normal. Tu parles, je t'emprisonne. Tu parles, je te frappe. Tu parles, je te tue. En gros, tu n'as pas le droit de parler. Ils sont tellement habitués à ça, et c'est normal, hein. Quand votre mode de fonctionnement est comme ça, vous essayez de l'appliquer à tout le monde. Et puis ils se sont oubliés. Ils se sont oubliés à l'international, ils se sont oubliés. Il y a un coup d'État au Niger. Et puis eux se lèvent et disent, bon, ils vont rétablir le président Bazoum à la tête du pays. Parce que eux ne sont pas d'accord avec ça. Et puis ils disent, ils vont bombarder. C'est-à-dire, au lieu de favoriser le dialogue, parce qu'on peut condamner un coup d'État, on peut dire on n'est pas d'accord avec le coup d'État, c'est pas bien. Mais comment tu peux te lever et dire que tu vas bombarder un pays pour rétablir un président déchu? À quel titre? Qui t'en donne ce droit? Qui te donne ce droit? Qui te donne ce droit? Ils ont bombé le torse. On va le rétablir. Et puis ils ont utilisé les mêmes méthodes, hein, que ce soit pour le Niger, le Burkina, le Mali. Embargo. Ça vous rappelle quelque chose? Embargo. Ils menacent. On va venir bombarder. Et puis vous avez l'AES qui a dit un mot. Si vous attaquez le Niger, c'est comme si vous nous aviez attaqué. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont reculé. Face à des pays, face à des peuples unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reculé. Quand on est fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est qu'on est lâche. C'est ce qu'on appelle la lâcheté. Donc ils ont reculé. Ils ont reculé parce qu'en réalité, ils ne sont pas forts. Ils se sont oubliés, c'est vrai, ils se sont oubliés. Et ils ont dû reculer. Et puis aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. Parce que chez eux, il y a les bons et les mauvais coups d'État. Il y a des putschistes qu'on montre du doigt, et puis d'autres qu'on reçoit. Et ils ne se gênent même pas. Est-ce qu'ils sont crédibles? Jamais. Est-ce qu'ils sont crédibles? Jamais. Et puis quand ils parlent de coup d'État, quand ils parlent de coup d'État, et qu'ici on a vécu le 3e mandat, est-ce qu'ils peuvent parler? Est-ce qu'ils peuvent parler? Quand on voit comment eux-mêmes sont arrivés au pouvoir, est-ce qu'ils peuvent parler? Donc voilà ce régime qui terrorise, qui effraie, qui essaie d'effrayer, mais seulement quand il est en position de force. Sinon il s'écrase. Alors que doit faire l'opposition? Quelle doit être notre réponse face à la répression du régime? Face à la répression, on résiste. Face à la répression, on résiste. Si tu ne résistes pas, si tu ne résistes plus, tu subis. Pour ne plus subir, tu n'as d'autre choix que de résister. À la violence, on doit leur opposer la paix. À l'arbitraire, on doit leur opposer le droit. Merci. À la peur, on doit leur opposer le courage. Et puis quand ils tentent de fermer les portes, on doit passer par la fenêtre. À chaque fois qu'ils emprisonnent un de nos camarades, ils donnent naissance à 1000 nouveaux résistants. Et puis regardez bien depuis 2011, combien de personnes ils ont tuées, combien de personnes ils ont emprisonnées. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là. Depuis 2011, combien de personnes ils ont emprisonnées, ils ont tuées. Mais vous êtes là. Encore plus nombreux. Encore plus nombreux. Lorsqu'ils ont transféré le président à La Haye, il y avait qui dans les rues? Ils ont fait ça par surprise. Ils avaient même menacé les avocats de « faut surtout rien dire », tellement ils avaient peur de la mobilisation du peuple. Mais quand le président est revenu, vous étiez tous là. Plus nombreux. Encore plus nombreux. Ils ont vu qu'en 2011, ils n'avaient pas pu tuer la démocratie. Ils n'ont pas pu exterminer le peuple de Côte d'Ivoire. Alléluia. Et le 17 juin 2021, quand le président est revenu, il faut le reconnaître, ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Parce que ce jour-là, nous avons gagné. Concrètement, nous avons gagné. Le président était parti pour ne plus jamais revenir. Et il est revenu. On n'a pas eu besoin de prendre des armes. On n'a pas eu besoin de tuer quelqu'un. On n'a pas eu besoin de terroriser des gens. On a résisté. On a juste résisté. Et la résistance d'un peuple ne peut jamais échouer face à une tyrannie. Jamais.
Et c'est ce qui leur fait peur. Ils peuvent avoir toutes les armes du monde. Ils peuvent avoir toutes les armées, toutes les polices du monde. Une dictature ne peut jamais gagner un peuple uni. Jamais. Une dictature ne peut jamais gagner un peuple uni, ce n'est pas possible. Impossible. On a vu Ben Ali en Tunisie. Il était quasiment un roi tout puissant en Tunisie. Et puis un jour, un petit vendeur de fruits et légumes, inconnu, que personne ne connaissait, un petit vendeur de fruits et légumes. Des policiers sont venus et ils lui ont arraché tous ses produits. Il n'avait plus rien pour nourrir sa famille. Il s'est révolté. Et il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. De rage et de désespoir, il s'est immolé par le feu. Ça a scandalisé tous les Tunisiens. Le peuple s'est uni. Et ils ont chassé Ben Ali. Aucun dictateur ne résiste à un peuple uni. Aucun. Aucun dictateur ne résiste à un peuple qui se dresse. Regardez tout près au Burkina Faso. Le grand Blaise, le beau Blaise, le puissant Blaise Compaoré. Personne n'aurait pu imaginer que le grand Blaise aurait pu tomber. Mais le peuple burkinabé s'est uni, il s'est dressé, il s'est levé et il a chassé. Quand un peuple se dresse, aucun dictateur ne peut résister. Aucun dictateur ne peut résister. Et c'est ce qui leur fait peur. C'est ce qui les effraie. C'est ce qu'ils veulent éviter. Mais alors, comment font-ils pour éviter, pour empêcher un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, qui a subi tellement de choses? Comment font-ils pour empêcher le peuple de dire non, de se dresser? Ils ne peuvent pas tous nous jeter en prison. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Leur arme la plus puissante, c'est la peur. Leur arme la plus puissante, c'est le désespoir. Leur arme la plus puissante, c'est le doute. Ils agissent sur nous. Ils veulent nous faire douter. Ils veulent nous décourager. Et pour ça, ils ont les moyens. Ils ont une communication. La télé, les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Regardez bien ce qu'ils disent. En 2011, ils disaient que Gbagbo n'allait plus jamais revenir. Et il est revenu. Ils ont dit qu'il n'allait plus jamais faire de politique. Et puis il a créé PPACI. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Les gens vous blaguent. Les Gbagboïstes, c'est vraiment des fanatiques. Leur gars, il peut pas être il peut pas être candidat. Voilà comment il parle, hein. Il peut pas être candidat, il n'est pas sur la liste électorale. On vous ment. Réveillez-vous. Il faut penser à un plan B. Voilà le RHDP qui vous conseille le plan B. Hein. C'est-à-dire, le RHDP, ils nous aiment tellement, ils veulent tellement le bien du PPACI, ils veulent tellement le bien de Gbagbo, qui donnent conseil, quoi. Et puis nous, on est bêtes, on va prendre leurs conseils. Donc voilà, le RHDP nous donne conseil, il nous dit, il faut prendre un plan B. Est-ce qu'on va suivre ce conseil? Est-ce qu'on va suivre ce conseil? Mais on va leur répondre, il faut que vous puissiez leur répondre. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Quand
il vous parle de liste électorale, il faut pouvoir répondre, argumenter. Et je suis venu ici pour vous donner les arguments. On va les découvrir, on va prendre connaissance tous ensemble. J'ai besoin de quelqu'un pour lire. J'ai besoin de quelqu'un pour lire un article de la Constitution. Donc je vais demander au SNDP de me lire l'article 55. Article 55 nouveau. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoiriens d'origine. Le candidat, je reprends, le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoiriens d'origine. Merci. Alors je vais vous poser une question. Ça c'est l'article 55 de la Constitution qui fixe les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Où est-ce que vous avez entendu parler de liste électorale? À quel moment on vous a parlé de liste électorale? Ça veut dire quoi? La Constitution ne demande pas au candidat à l'élection présidentielle, n'exige pas du candidat à l'élection présidentielle d'être sur une liste électorale. Est-ce que vous avez bien entendu? Que demande la Constitution? La Constitution demande au candidat de jouir de ses droits civils et politiques. Le président Laurent Gbagbo jouit de ses droits civils et politiques. Il est président du PPACI. Il ne pouvait pas être président du PPACI s'il ne jouissait pas de ses droits civils et politiques. La Constitution dit qu'il faut avoir au moins 35 ans. Est-ce qu'on est tous d'accord que le président Laurent Gbagbo a quand même plus de 35 ans? Est-ce que c'est discutable? Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il est demandé que le candidat soit exclusivement de nationalité ivoirienne. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est exclusivement ivoirien? Autre condition, il est demandé que le candidat soit de père ou de mère ivoirien d'origine. Est-ce que le président a son père et sa mère qui sont ivoiriens d'origine? Le président Laurent Gbagbo remplit donc toutes les conditions de l'article 5 et donc il est candidat, le débat est clos. J'ai dit, il est candidat, il remplit les conditions de la Constitution, le débat est, Quand de petits plaisantins maintenant vous parlent de la liste électorale, il faut leur répondre article 55. Quand le RHDP vous parle de la liste électorale, il faut leur répondre article 55. Quand tous les plans B cachés parlent de liste électorale, vous leur répondez? Merci. Alors qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire non, on a un code électoral,
c'est dans le code électoral qu'il est dit que le candidat doit être sur la liste électorale. C'est vrai, le code électoral le dit. Alors le code électoral, c'est quoi? Le code électoral, il a été adopté par voie d'ordonnance. C'est-à-dire que le chef de l'État, il peut prendre une ordonnance pour faire un texte de loi. Je parle de loi de manière générique, hein, mais ça s'appelle plus précisément une ordonnance. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Ouattara, qui a vu la Constitution, il est parti lui-même faire son ordonnance. Il a dit, bon, ça c'est le code électoral, et puis il rajoute des conditions. C'est ça, hein. C'est pas une loi, hein, qui a fait le code électoral, c'est une ordonnance. Et Ouattara dans son fond. Bon. Dans la hiérarchie, là, la loi la plus forte, la loi suprême, la loi qui est fondamentale, c'est la Constitution. Tout ce qui est en dessous doit être conforme à la Constitution. Si tu n'es pas conforme à la Constitution, on te dépose. L'article 55, c'est l'article de la Constitution. Jamais le code électoral ne peut commander la Constitution. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un caporal peut commander un général? Est-ce qu'un caporal peut commander un général? Est-ce que l'ordonnance peut commander la Constitution? Voilà. Jamais, ce n'est même pas possible. Mais regardez bien, eux là, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu la rébellion, est-ce qu'ils vous ont parlé code électoral? Ils n'ont pas parlé code électoral, ils vous ont parlé Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui les bloquait? Pourquoi? La Constitution, c'est la loi suprême, c'est ce qu'il y a de plus fort. D'où vient-il aujourd'hui qu'on veuille déposer la Constitution et on parle du code électoral? Le code électoral, dès lors qu'il a des dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution, on dépose. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Je répète parce que je ne veux plus avoir à venir à Koumassi et qu'on me dise « Ah, mais on nous parle liste électorale et puis vous grattez la tête. Hein. » Je veux plus. Je veux plus. Là, on travaille, on avance. On doit finir le parrainage. On doit vraiment mobiliser tout le monde pour aller voter le président. Donc je ne veux plus voir des gens qui commencent à douter ou qui pourraient douter. Quand on vous parle de liste électorale, vous répondez article. Et ça leur fait mal, hein. Ça leur fait mal parce que regardez dans l'histoire récente du monde, ceux qui n'ont pas voulu voir, ils ont pu le voir. Le monde, c'était la première fois qu'un ancien président de la République était jugé à la CPI. Et c'est la première fois dans le monde qu'un président de la République est acquitté à la CPI et retourne dans son pays. C'est pas rien, hein. Ça, c'est l'exemple Gbagbo. Mais ils ont vu d'autres exemples. Ils ont vu que dans un pays, on a pris un président, on l'a jeté en prison, ils ont dit c'est fini. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Mais ils ont fait ça à un autre président, hein. Au président Lula au Brésil. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Mais aujourd'hui, qui est le nouveau président de la République au Brésil? Lula. Ça n'effraie pas quelqu'un, ça? Ils ont vu encore, il y a eu un contentieux électoral aux États-Unis. Le président Trump a dit « Ah, on m'a volé ma victoire ». Mais comme c'est les États-Unis là, personne n'a osé bombarder. Hein. Ah, ils n'ont pas osé bombarder là-bas.
mais ils ont chassé Trump. Puis il a dit d'accord. Et puis il a mobilisé le peuple américain. Qui est de nouveau président des États-Unis? Qui est de nouveau président des États-Unis? C'est pas rien ça? C'est pas un exemple? Ils ont peur. Ils ont peur. Parce que tout ce qu'ils ont essayé de vous convaincre, de vous dire, ce n'est pas possible, c'est impossible, ça n'existe pas. Dieu a fait que le monde vous a montré que ça existe. Ils ont peur. Mais l'article 55 est aussi très intéressant pour ce qu'il dit au début. Il est très intéressant parce que l'article 55, je vais le relire, le début, il dit le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il n'est rééligible qu'une fois. Il n'est rééligible qu'une fois. Et vous avez M. Ouattara, après avoir fait un 3e mandat anticonstitutionnel, illégal, illégitime, qui veut faire un 4e mandat. Mais, article 55. Ce même article, c'est-à-dire le même article qui permet au président Gbagbo d'être candidat là. La vie est quand même faite, c'est quand même intéressant. C'est le même article qui dit Ouattara, tu peux pas. C'est le même article. Vraiment, il y a Dieu dedans. C'est le même article. C'est le même article qui dit toi là, tu peux pas. Mais Gbagbo peut. Le même article. Et vous voyez comment c'est intéressant? Parce que c'est pour ça que je vous dis le code électoral, vraiment on va laisser. Parce que Ouattara, là, il est sur la liste électorale. Est-ce qu'on est d'accord? Lui, il est au moins sur la liste électorale. Mais l'article 55 l'empêche d'être candidat. Vous avez vu? Donc le fait d'être sur une liste électorale, c'est pas ça qui fait que tu peux être candidat. J'ai dit, quand on vous parle encore du président Gbagbo et de la liste électorale, vous répondez? Non, je crois que la leçon est... Je crois que la leçon est bien rentrée. Pourquoi nous voulons que le président Laurent Gbagbo reprenne le pouvoir? Pourquoi? Les gens disent non, ils veulent se venger, il veut se venger. Ça là, c'est la peur qui parle. C'est la peur qui parle. Parce que qui connaît le président Laurent Gbagbo sait que c'est pas un homme de vengeance. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme d'État. C'est la différence entre lui et Ouattara qui est chef d'État. Ouattara est chef d'État, mais Gbagbo est homme d'État. Le président Gbagbo est homme d'État. Il ne gouverne pas pour un camp. Il ne gouverne pas pour une ethnie. Il gouverne pour le peuple. Lui-même l'a dit. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Il veut construire une Côte d'Ivoire plurielle. Une Côte d'Ivoire où on ne regarde pas ton ethnie, on ne regarde pas ton parti politique, et puis tu te sens bien. Une Côte d'Ivoire où tu n'as plus peur. Une Côte d'Ivoire où tu peux critiquer, et puis il n'y a rien. Une Côte d'Ivoire où tu peux marcher sans crainte, sans peur. Une Côte d'Ivoire où tu peux avoir du travail, indépendamment de ton ethnie ou de ton bord politique. Une Côte d'Ivoire dont nous pouvons être fiers. Il veut construire la cohésion nationale. Parce que pour le président Laurent Gbagbo, nous sommes Ivoiriens. Mais au RHDP, ils sont Ivoiriens. Au PDCI, ils sont Ivoiriens. Dans tous les autres partis politiques, ce sont des Ivoiriens.
Donc quand lui gouverne, il se met au service du peuple, dans toute sa diversité. Il ne veut pas gouverner pour le PPACI. Il ne veut pas gouverner pour le RHDP. Il ne veut pas gouverner pour les PT ou pour tel. Il veut gouverner pour le peuple, dans toute sa diversité. À ceux qui ont peur, il faut leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Et si c'est quelqu'un d'autre qui arrive, ils peuvent avoir peur. Hein. Mais pas quand c'est le président Gbagbo. Le président Gbagbo n'est pas pour la vengeance, il est pour la justice. Ce n'est pas la même chose. Et la justice, ce n'est pas la justice des vainqueurs. La justice, c'est la justice pour tous. La justice pour le pauvre, la justice pour le riche. La justice, quelles que soient nos origines d'un point de vue national. La justice. La confiance en la justice, qui fait que quand tu saisis la justice, tu ne dis pas non, comme l'autre a les moyens, ou comme l'autre c'est tel, je vais perdre. Non. Il veut construire une vraie justice dans ce pays dont nous, les Ivoiriens, nous serons fiers. Il veut mettre fin à l'impunité. Parce que la vie d'un Ivoirien, là, c'est pas la vie d'un poulet. Hein. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on respecte nos morts, il faut qu'on respecte nos vies. On ne peut pas tuer les gens comme ça et puis il n'y a rien parce qu'ils sont du bon bord. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la justice. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils savent ce qu'ils ont fait. Mais tu n'as pas peur de la vengeance quand tu es dans ton bon droit. Quand tu es dans ton bon droit, quand tu estimes que ce que tu as fait, c'est juste. Pourquoi tu parles de vengeance? Pourquoi tu parles de vengeance? C'est parce que tu sais que tu as tort. C'est parce que tu sais que tu as menti. Que tu as peur de la perte du pouvoir. Mais le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, il appartient au peuple. C'est le peuple qui le donne, c'est le peuple qui le reprend. Quand ta légitimité, tu ne la tiens pas du peuple, c'est là que tu trembles. Quand ta légitimité, tu ne la tiens pas du peuple, c'est là où tu fais tout et n'importe quoi. Parce que tu estimes que toi, tu es assis, que tu es indéboulonnable. C'est là que tu as peur. Mais quand ta légitimité, tu la tiens du peuple, tu ne trembles pas. Mais ce pouvoir ne peut pas emprisonner tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Et ils le savent. Et ils le savent. Je dirais que leur meilleure chance en réalité, leur meilleure alternative, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo impose le respect. Il impose le respect. Les gens l'admirent et ça, son aura va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Regardez les Camerounais, ils font notre palabre. Ils aiment le président Laurent Gbagbo comme si le président était camerounais. L'aura du président a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il ne s'appartient plus. Il appartient à l'Afrique. Donc, pourquoi voter le président Laurent Gbagbo? Parce qu'on veut la paix. On veut la réconciliation. On veut la justice. On ne veut plus avoir peur. On ne veut plus être ennemi dans notre propre pays. On peut s'opposer sans se faire la guerre. Ils ont tout dit, ils ont tout fait, mais le peuple a vu. Le peuple a vu. Ouattara n'a pas promis ici un Ivoirien, un toit. Au lieu de ça, on a eu un Ivoirien, une tombe. Il n'a pas promis le transfert
de la capitale à Yamoussoukro, 15 ans, 15 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Il a échoué. Il a échoué. 15 ans. Il a demandé 5 ans. Il en a eu 15. Qu'est-ce qu'il a fait? Un Ivoirien, un toit? C'est devenu un Ivoirien, une tombe. Ça fait pas honte? Un Ivoirien qui dort au cimetière, ça ne fait pas honte? Il nous parle d'émergence. Un pays émergent. Et puis il y a les Ivoiriens qui vont se noyer pour aller en Europe. C'est ça l'émergence? C'est ça l'émergence RHDP? C'est ça l'émergence RHDP? Des Ivoiriens qui se noient dans la Méditerranée pour aller en Europe? Mais pourquoi la jeunesse fuit l'émergence RHDP? Pourquoi la jeunesse fuit l'émergence RHDP? Pourquoi la jeunesse fuit les ponts du RHDP? Est-ce qu'on mange pas? Est-ce que le pont là ça se mange? Est-ce que le pont là ça vous a donné du travail? Ça a donné du travail à vos enfants? Ça vous a donné une vie meilleure? Ça vous a rendu votre dignité? Il a eu 15 ans. 15 ans, c'est pas rien. 15 ans. Des enfants sont nés là, ils n'ont même pas vu Gbagbo au pouvoir, ils sont nés. Ils ont connu que Ouattara. Il a eu tout ce temps-là. Et puis il a fait quoi? Ils sont là à nous blaguer. Oui, croissance. Oui, Ado le bâtisseur. Qu'est-ce qu'il a bâti? Qu'est-ce qu'il a bâti? Il a bâti la misère. Il a bâti la misère. 15 ans. 15 ans, ce n'est pas rien. 15 ans, sans guerre. Sans guerre. 15 ans. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? 30 000 milliards de dettes. Qui va payer ça? Qui va payer ça? 15 ans. 15 ans il a eu. Et puis à chaque fois qu'il vous parle, voilà, on a fait un pont à Abidjan, on a fait telle route. Mais Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller à l'intérieur du pays pour voir l'échec de Ouattara. 15 ans. 15 ans. Donc aujourd'hui, là, faut pas qu'on se laisse blaguer par leur communication. Ado le bâtisseur. Il a bâti quoi? Il a bâti quoi? Il a bâti la misère. La Côte d'Ivoire, c'est pas une propriété privée. Ça appartient aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire. Pas un groupe. Pas un groupe de zozo. Pas un groupe de zozo. La Côte d'Ivoire, ça appartient pas à un groupe de zozo. Ça n'appartient pas à un groupe de zozo. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Pas à un groupe de zozo. À bon entendeur. Chers parents, les élections sont bientôt. Les élections sont très bientôt. Ça arrive à grands pas. Soyons prêts. Soyons prêts. Tous ceux qui n'ont pas encore parrainé là, le président, il faut leur dire, allez parrainer le président. On va atteindre le parrainage, donc c'est pas une question de on n'a pas atteint, on va atteindre, c'est pas ça le problème. Mais il faut qu'on montre. Il faut voir ça comme un référendum. Il faut que tous les Ivoiriens se mobilisent pour dire nous on veut Gbagbo. Et quand ils disent impossible, on répond article. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le PPAC, vive le président Ronaldo. Et que Dieu vous bénisse.